Nous recevons aujourd'hui Madame Claire Bégin. C'est une résidente de Longueuil. Madame Bégin a été l'invitée d'une activité à chemin de vie qui s'intitule 90 minutes avec. Une activité rencontre où une personne témoin livre son récit de vie dans une ambiance intime, conviviale, puisque ça se passe lors d'un 5 à 7 autour d'un léger goûter. Alors Claire, vous me permettrez de l'appeler par son prénom, puis de la tutoyer même, car c'est une amie de longue date. Claire nous a partagé son histoire à l'automne 2018. Alors pour vous, elle a accepté de témoigner à nouveau. Bonjour Claire. Bonjour Yvonne, ça va bien? Moi ça va, et toi? Ça roule. Dis-moi Claire, ce qui fait entre autres ta différence, puisque c'est pour ça qu'on t'a invité, ta différence c'est que tu es née sans jambes. Exact. Alors peux-tu nous raconter un peu c'est quoi exactement ton handicap et puis comment ça a été reçu ça dans ta famille? Ben oui, effectivement, je suis venue au monde sans jambes. Et c'est dans le temps de... Je suis née dans les années 49, ce qui n'était pas facile. Avant 49, il y avait des médicaments qui existaient pour les personnes qui étaient enceintes. Ma mère était enceinte, puis elle avait des maux de cœur, puis tout ça. Ils ont donné un médicament qui a fait que je suis venue au monde, pas de jambes. C'est-tu la thalidomide, ça? Mais non, c'est pas pareil. C'est que c'était la thalidomide. Ça ressemble à la thalidomide, sauf que, comment on dirait ça, dans les années 49, il n'y avait pas de nom tel quel. Ils ont changé ça en 51 ou 59. 59 qui ont commencé à appeler ça thalidomide, comme Martin Deschamps. Mais j'avais des petits pieds qui étaient collés au tronc. J'avais pas les jambes, j'avais des pieds. Alors ça me permettait quand même de pouvoir marcher dessus. Je marchais avec mes deux petits pieds, j'étais comme assis dessus. Puis je marchais comme un petit canard. Ah. Ça faisait tout. Mais c'est pas rien, tu sais, au moins j'arrivais à marcher avec, malgré tout. Dans 2 ans et demi, 3 ans, les médecins ont dit à ma mère, ben là, il faudrait peut-être qu'on lui installe des jambes artificielles pour aller à l'école éventuellement, puis pour ça, il faudrait enlever les pieds. Fait que j'avais 2 ans et demi, 3 ans, ça a pris 1 an et demi à guérir. C'était bien spécial. T'as été opérée? J'ai été opérée, mais ça prend du temps. Tu sais, quand t'es petit bébé, là, c'est pas évident, puis là, ben, c'était au-dessus d'1 an et demi. Après, il y a eu la réadaptation pour apprendre à marcher avec des jambes artificielles, parce que c'était pas évident ça aussi. Là. Quand tu tombes, t'es à terre quasiment, puis que mettre sur des jambes artificielles, t'es déjà plus haute, t'as quasiment des vertiges. C'est pas évident non plus à tout le monde. Fait que j'ai appris même à tomber avec ces jambes-là pour pas me blesser. C'était les bras qui nous garantissent quand on tombe. Mais après ça, quand j'ai venu 4-5 ans, c'est là qu'ils ont décidé, bien là, tu vas à l'école, tu te quittes. Il fallait qu'ils pensent au niveau des écoles, de faire des biens, d'être capable de y aller, parce que les écoles n'étaient pas adaptées dans ce temps-là. Alors j'ai dû prendre des possibilités pour y aller pareil, mais il fallait que j'aille des jambes artificielles. J'avais 5 ans, puis des jambes artificielles, ils pesaient 55 livres. C'est quelque chose. Fait que moi, j'avais tout ça. 6 ans, là. T'as 6 ans, 7 ans, là, puis j'avais des jambes artificielles de 55 livres. Fait qu'imagine-toi, j'avançais avec des béquilles, j'avançais les 2 jambes en même temps. Ils étaient barrés parce que j'ai pas d'articulation aux hanches ni aux genoux. Puis quand je voulais m'asseoir sur une chaise, quelque chose de même, je me laissais tomber dessus. Puis après ça, je débarre le genou, là, je mettais mes pattes comme toi, là, comme toutes pliées, là. Et que ça faisait qu'à un moment donné, ben, j'ai appris à faire ça. Ça m'a permis d'aller au primaire, secondaire. Puis cégep, rendu au cégep, on va dire au primaire, secondaire, ça m'a permis vraiment d'aller à l'école comme monsieur tout le monde. Parce que les écoles n'étaient pas toutes adaptées dans ces temps-là. Il fallait que j'aille à l'école comme tout le monde. Et puis il y avait l'école Victor Doré à Montréal qui faisait de première à 7e année pour les handicapés. Mais je ne voulais pas aller là-dedans. Je voulais aller dans les écoles comme monsieur tout le monde. Puis c'était pas facile, il fallait prendre les autobus de temps en temps. Mes parents m'aidaient beaucoup aussi au début. Après ça, j'ai pris l'autobus. Puis souvent, quand tu prenais l'autobus, ben, les jambes, les pieds restaient pris en dessous de la marche. Là, il fallait que je me donne un soin. Il fallait de monter sur le dessus de la marche pour être parti de reprendre l'autre marche. Parce que surtout la première marche des autobus, c'est comme à l'arrière en dessous. Alors, les pieds, les autres, ils restent accrochés. Ils restent accrochés en dessous. Là, il fallait que je donne un soin par en arrière pour qu'ils reviennent sur la marche. C'était spécial, tu sais. Mes parents ont été très vouloirs pour moi parce qu'ils ont dit tout le temps, on va te traiter comme les autres. Puis
il n'y a pas de passe-droit, tu vas faire qu'est-ce que tu as à faire, puis tu vas le faire. Fait que là, ça m'a aidé dans ma vie, je t'avoue, là, que mes parents m'aient poussé à faire des choses, puis à vouloir beaucoup, parce que, tu sais, c'est pas évident quand t'es jeune, puis que t'en as juste un qui est handicapé en plus dans la famille, puis tu sais, c'est... Dans une famille de combien? De 6 enfants. 6 enfants, et toi, là-dedans, t'es où, là? Moi, je suis la 4e des plus grands. OK, Ouais, OK, il y en alors... a 2 autres après moi. Puis j'ai une soeur, puis j'ai 4 frères. Puis je les aime beaucoup, on est très unis dans la famille, parce que on s'aime beaucoup, puis c'est spécial d'avoir une personne comme moi, ça a fait comme différent. Moi, j'arrivais dans ma famille, même, je parlais même pas français. Je parlais anglais. C'est mon père qui me traduisait tout le temps, parce que j'étais dans les hôpitaux anglais tout le temps que je me faisais opérer, puis tout ça. Puis quand j'ai fait la réadaptation, c'était un institut de réadaptation de Montréal, c'était tout en anglais. Fait que j'ai appris l'anglais beaucoup, puis là, ça m'a permis de faire plein de choses aussi après. Alors, t'étais... Combien de temps, là, t'étais allée à l'école avec ces jambes-là? Parce que moi, je t'ai toujours connu, pas de jambes. Vrai, hein. Alors, tu les as pas gardées tout le temps? Dans le primaire et le secondaire, j'ai été à l'école avec des jambes artificielles. Puis après ça, rendu au cégep, j'ai décidé de dire, ben regarde, c'est plus esthétique que pratique. C'était pas pratique pour moi, parce que j'étais plus habile sur mes mains, chez moi. Je faisais tout chez moi, tout sur mes mains, puis j'avais... Tu sais, j'étais capable. Mais quand j'arrivais avec des jambes artificielles, j'étais un petit peu comme limitée beaucoup. Pas même si ça valait comme monsieur tout le monde, là, mais pour moi, c'était pas pratique. Je faisais plus sans mes jambes. Fait qu'à un moment donné, j'ai lâché ça. Puis là, j'ai pris une chaise roulante ordinaire, mais encore là, j'ai voulu faire des sports pour handicapés. J'ai décidé d'avoir une chaise roulante pour handicapés, mais sportive. Ensuite, ce qui m'a permis de faire beaucoup de sport, j'ai fait 4 ans de sport intensif, comme le 400 mètres, les courses de 400 mètres, 800 mètres, puis 1500 mètres. Il suit le lancer du javelot, du 10, du poids, ce qui étaient des belles comment dire ça, des belles disciplines, c'est ça que je cherchais. OK, merci. Ensuite, ben, j'ai fait aussi la natation, je peux nager. Pour apprendre à nager, j'ai dû me jeter dans les 12 pieds. Là, j'ai dit, si je ne remonte pas, c'est parce que je ne sais pas nager. Ça a été chanceux pour moi, puis j'ai revenu comme une bouée. Alors, quand j'étais revenue à la surface et que j'avais pas de problème, j'ai dit, ah, je sais nager. Fait que c'était le fun, tu sais, j'étais capable de faire de la nage. Après, j'ai fait des compétitions de nage, j'ai fait des compétitions de ski alpin en luge, j'ai fait des compétitions de hockey sur glace en luge. Ce qui était plus difficile pour moi parce que ça prenait beaucoup les bras. Là. Après, tu avais les bras morts quand tu fais 2-3 périodes. Là, on est dans les quelles années, là? Là, c'est des années 74. OK, alors... De 71 à 74. au cégep à ce moment-là? Oui, j'étais comme au cégep. OK. Puis, après ça, j'ai commencé on a-tu un petit peu même avant 74. On a-tu le para-olympique à ce moment-là, ou bien c'est un peu une organisation il y à part? Il n'y en avait pas si gros que ça, non, c'était pas comme ça. Moi, j'ai été au national. J'ai fait 44 médailles en 4 ans, dont 5 des records nationaux. J'ai 5 records nationaux. On est au niveau du Canada. Du Canada, c'était vraiment beau, c'était une belle expérience que j'ai vécue là. C'était toutes les provinces, puis tout en fauteuil, puis on suivait, puis c'était vraiment beau. C'est comme quand vous voyez les Paralympiques aujourd'hui, c'était pareil. Là, sauf j'étais plus vieux, parce que j'avais 19 ans. Dans les années 70, ça donne une idée, ça fait 50 ans déjà. On n'avait pas ça aussi beau que les Paralympiques, mais on était quand même bon, c'était spécial. J'ai aimé ça beaucoup. Mais pour arriver là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entraînement. Tu passais beaucoup de temps, toi, au gymnase, oui, à la piscine, à l'aréna et tout ça, là. Eh oui, c'est ça. Puis je voulais, puis je manquais pas rien, là. Je voulais vraiment arriver à faire quelque chose de bien, puis je voulais dans le sens de... La compétition était en moi, j'aimais ça. C'était un défi personnel, un accomplissement. J'étais capable. Puis ça, c'est tes parents qui te permettaient tout ça? Là? Non, par exemple, c'est plus quand j'étais par moi-même. À 19 ans, j'ai quitté ma maison, puis mon père était déjà parti. Quand mon père est décédé, j'avais ça 19 ans. Puis là, ma mère, elle restait toute seule. Puis là, ben, j'ai dit, maman, il faut que je fasse ma vie. Puis je suis partie. C'est ma soeur qui m'a aidée à déménager à Montréal, dans un appartement, une petite chambre. Puis je me suis débrouillée comme ça. C'était pas facile, ça demandait beaucoup de courage, beaucoup de vouloir aussi. Parce que je faisais tout ce que je pouvais, mais je le faisais. Puis
Mais il te fallait gagner de l'argent pour être autonome à ce moment-là. Absolument. Alors, tu as eu un travail à ce moment-là? Ouais. Au début, j'ai travaillé pour le Taxi Diamond. Taxi Diamond. Je faisais une téléphoniste au Taxi Diamond. Après ça, j'ai peut-être resté 3-4 mois là. Puis là, le gouvernement demandait de chercher un job. Là, j'ai dit, ben là, c'est pas évident, le monde n'en trouve pas, puis moi, il faudrait l'en trouver. Fait que là, j'étais là, OK. J'étais allée Emploi Québec, j'étais serveuse de restaurant, hôtesse de l'air, ça fait Voyons. J'ai dit, ouais, ils vont voir que c'est pas dodo, là. Fait que là, en fin de compte, c'est sûr que ça marchait pas, hein. Fait que là, à un moment donné, Bell Canada, c'est-à-dire le gouvernement a décidé de promouvoir l'emploi pour les personnes handicapées dans des grosses compagnies comme Bell, Pratt & Whitney, des grosses compagnies, là. Fait que là, ben, j'ai été chanceuse, ça a tombé dans les années jusqu'à j'avais besoin de travailler. Fait qu'ils m'ont pris tout de suite, j'ai pas eu pour voler une pantoute. Puis même, j'ai fait mon entraînement une journée de moins que les autres, parce que je revenais de Vancouver avec 5 médailles d'or. Et ça a fait comme... incapable, la madame. C'est ça, ça paraît bien dans un CV, là. Mais c'est pas tout d'avoir un travail. Non, là, ça veut pas dire que l'environnement est prêt à accepter, que c'est tout adapté, là. C'était pas adapté tout le temps. J'ai été 7 ans en Belle-Canada, Sudbury, Ontario, 87 Ontario, je m'en rappelle encore ouest. Puis c'est ça, là, au début, il y avait des marches, puis là, il fallait que les gardiens me montent une marche par après l'autre de reculons. Puis là, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, c'était des gardiens différents d'une fois à l'autre. Fait que quand il n'était pas capable de me monter, j'étais OK, là, faites juste monter ma chaise, moi monter à côté, puis là, je me ressoignais dans ma chaise. Là, ça me permettait d'aller travailler au moins, tu sais. Les toilettes n'étaient pas adaptées, je me suis arrangée pour qu'ils fassent adapter, mais ça prend du temps. Faire une rampe des ça a pris 7 ans. Ça te donne une idée, j'ai été obligée de subir les conséquences pendant 7 ans. Je voulais tellement travailler, c'était ça ton objectif. Mon objectif officiel, tu sais. Fait que j'ai dit, il va faire ce qu'il faut, tu sais. As-tu réussi finalement à avoir, à ce que ce soit pratique là, pour les personnes avec des handicaps? As-tu réussi à convaincre les patrons? Puis oui, pour ça même, j'ai étudié délégué syndical. Tu as été délégué syndical? Oui, puis j'ai dû me battre pour moi-même, parce que les autres, ils ne comprenaient pas tout ça, là. Puis ils engageaient le monde, ils ne s'occupaient pas de savoir si c'était adapté, pas adapté, puis là, je les ai ouvert l'ouverture de tout, puis avec le temps, ben, ça a pris 7 ans, comme je te dis, pour faire la rampe. Ils l'avaient fait en bois au début, après la bois, ben, c'était comme du recouvert, le verre, puis le kit, mais c'était pas sécuritaire, ils ne me voyaient pas. Si jamais j'allais tomber dans la rampe, ils ne me voyaient pas. Ils ont été obligés de refaire ça en ciment, mais tout ouvert, puis le kit. Mais au moins, je me dis, j'ai été capable d'y aller pareil, puis faire ce qu'il fallait au début. Puis ça a ouvert la porte à d'autres qui sont venus par après, probablement. C'est ça qui était important. Là, pour moi, il fallait qu'il arrive quelque chose. Tu as passé combien de temps à Bell Canada? J'ai travaillé pendant 23 ans. J'étais bien contente de travailler. J'étais un petit rayon de soleil pour mes amis, parce que toutes les fois que je rentrais là, moi, j'avais tout le temps sourire. Quand même, j'avais de la misère. Tu sais, en quelque part, je voulais tellement. J'étais heureuse d'avoir à travailler aussi. Tu sais, ça me donnait beaucoup de positif en moi, parce que qui veut pas un job, tu sais, puis je me disais, au moins, je vais faire comme tout le monde, je vais travailler. Ils disent, pourquoi j'avance dans la vie? Il n'y a jamais personne me piler ses pieds. Fait que ça, c'est important, ça aussi, tu sais, je me dis, je fais des farces avec mon handicap souvent, mais je me dis, en quelque part, tu sais, ça peut aider d'autres qui, peut-être qu'ils le prennent moins bien, puis en quelque part, ben, ça peut positif à d'autres, tu sais, c'est ça l'important. Tu es reconnu comme quelqu'un qui est très autonome, très volontaire et tout ça. Même que je pense que tu as même été propriétaire d'une voiture et puis... Ah oui, j'ai appris à conduire malgré mon handicap. J'ai appris... Les premiers autos que j'ai eues, c'était une auto normale, là. Puis il y avait comme un genre de cache-bagage qui était fendu dans le milieu. Attends un peu, là. Un cache-bagage. Un cache-bagage, j'appelle ça un chair topper. Ça, c'était comme un cache-bagage qui était sur l'auto. C'était tout électronique, ça. Ça sortait une partie en dehors du char. Puis il y a une affaire qui descendait comme avec un genre de U. Ça poignait le siège, la chaise, puis ça montait la chaise, puis ça se couchait dans le top, puis ça se fermait tout. Fait que ça permettait d'avoir une auto. Puis pour conduire, j'avais un contrôle manuel qui faisait le gaz et les freins. Et quand j'allais vers le bas, c'est le gaz, et vers le fond, c'était les freins.
Et ça me permettait aussi de pouvoir faire n'importe quoi. Tu sais, je conduisais mon auto, j'ai appris à conduire avec mon frère qui a mis le contrôle manuel dans son char avant pour que je puisse l'utiliser, parce qu'on n'avait pas de char avant d'avoir ça. Fait que, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit assez généreux pour dire, ben moi te le montrer à conduire, puis ça sera important pour toi. Puis, fin de compte, ben, c'est mon frère qui m'a aidé beaucoup, genre le plus vieux d'ailleurs. Puis il y avait une grosse Delta 88 dans le temps, puis il était grosse le char. J'avais quasiment à faire. Tu sais, il y avait des choses que j'ai aimé beaucoup dans ma vie, c'était conduire. Conduire, c'est un gros plus pour moi, ça. C'est vraiment, ça me sortait de n'importe quoi. Là. Je partais avec mon auto, j'étais bien au bout. On voit tes yeux briller, ah ouais, là, tu sais, là, j'étais vraiment heureuse. C'est comme si tu revivais toutes des belles choses. T'avais plein d'images dans ta tête. Absolument, puis, tu sais, veux pas, c'est... Pour nous autres, là, qui sommes handicapés, on va se fier aux autres pour voyager, c'est pas évident non plus. Fait que le fait de le faire par toi-même, ben, tu dis, hey, yes, ça va. Conduire, moi, c'était mon plus beau rêve. Puis dans ces temps-là, j'aimais conduire aussi. Tu sais, quelqu'un qui n'aime pas conduire, c'est différent, mais quand j'aime tout conduire, puis j'allais partout, j'allais voir les préhistoires, partout, même toutes sortes de places là, dans le Québec. T'aimais voyager, t'aimais découvrir. Puis tu voyageais seule avec d'autres? Souvent, parce que j'aime ça seule. C'est plus facile. Puis tu sais, je me comprends plus dans mes affaires. Puis si j'avais besoin de l'aide, je le demandais. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de demander de l'aide. S'ils peuvent pas, ils peuvent pas. Ils me disent non, c'est tout. Puis ils vont en trouver d'autres, c'est tout. Je me rappelle même quand j'avais mon auto, j'ai même boosté des autos comme mettre les choses câbles pour les aider. Puis c'était 4 Ontariens, il y avait anglais. Puis il était pris dans un tournant de route, puis il était plus capable de démarrer leur auto. Puis il savait pas comment. Fait que là, j'étais obligée de débarquer de mon auto. Ah ouais, puis là, avec les affaires à bonne place. Ah ouais, partez le char. Ils ont fait partir son char. Puis là, j'ai rembarqué dans mon char, puis j'ai dit bye-bye. C'était spécial, tu sais, ça prouve qu'encore là, j'ai été capable de faire quelque chose pour eux autres, puis qu'ils autres, ils ne savaient même pas comment faire ça. Puis, tu sais, ça me faisait aussi découvrir des places que pour dire, ben, c'est rare qu'il venait des handicapés, fait qu'ils commençaient à penser au point de vue des handicapés. Pour dire, ben, regardez ça, telle affaire. Des fois, ils voyaient que le seuil de la porte était pas facile, fait qu'ils ont fait ça plus adapté après. Même en vacances, tu avais une mission. J'avais une mission de mettre ça plus adapté partout. De conscientiser les gens habituels. Je pense que c'est important aussi, tu sais, parce que dans la vie, les personnes handicapées, ils n'ont pas toujours la facilité de faire des voyages partout. Il faut toujours s'informer. Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut rentrer dans les chambres de bain? Mettons, tu vas dans un hôtel, c'est une autre affaire, ça aussi, là. Tu vas à un hôtel, si c'est pas adapté, si la chambre de bain, tu rentres même pas dedans, tu arrives une fois, je me rappelle, j'étais dans un hôtel, j'arrivais dans la chambre de bain, j'arrivais devant le lavabo, mais je ne fais pas tourner à droite, à gauche, c'était le bain et la toilette. Et là, qu'est-ce que tu veux faire dans ce temps-là? Tu te dis, oh, là, petit problème, hein? Fait que là, ben, j'étais obligée d'aller ailleurs, j'étais obligée de me trouver une autre place, c'était pas évident. Fait que, des fois, j'appelais, tu sais, comme le CLSC, avez-vous des places pour handicapés qu'on peut aller rester, des choses de même. Okay. On se trouvait des trucs pour s'en sortir, tu sais. On dit aussi que tu es une femme qui est généreuse, qui est sociable, qui est militante même. Oui. Je pense que tu as fait beaucoup d'engagements bénévoles, hein? Exactement. Dans toutes sortes de domaines. Là. Tu peux-tu nous en énumérer? J'ai commencé surtout quand j'allais, je travaillais, j'allais faire des conférences dans les écoles. Les primaires, secondaires, l'université, n'importe quoi. Même au niveau Saint-Hyacinthe, il y a une école d'infirmières. Puis j'ai même donné des conférences aux infirmières qui ont trouvé ça extraordinaire parce que les autres sortent de là, puis ils connaissent pas ceux qui sont adaptés, ils sont pas adaptés. Puis, fait que, ils ont appris beaucoup avec moi, c'était le fun. Puis je vais aussi dans les écoles parce que je me dis, ça démystifie l'handicap, puis ça les fait comprendre mieux les choses. J'ai aimé ça beaucoup parce que les gens démystifient plus l'handicap, on se sent moins handicapé après. Puis les gens, ils comprennent plus les personnes handicapées. C'est souvent, tu vas dire, ben, je devrais-tu faire quelque chose pour eux autres, je devrais-tu pas faire. La seule chose à faire, c'est de demander à la personne, est-ce que tu as besoin de moi?
C'est ça le plus important, parce que des fois, par l'ignorance des personnes handicapées, on est porté à dire on va les aider, on va les aider. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'aide. Faut-tu là, ici, tu demandes avez-vous besoin d'aide, puis ils disent non, tu les laisses en paix. Si tu demandes de l'aide, oui, j'ai besoin d'aide, je ne suis pas capable de faire telle affaire, bien, là, à ce moment-là, toute la différence est là. Puis aussi, au niveau des handicapés, les personnes handicapées, j'ai beaucoup travaillé avec eux autres, puis défendre leurs droits, donner beaucoup de potentiel aussi, parce que je m'occupais beaucoup d'organismes comme les Goélands de Longueuil. C'est un organisme de personnes handicapées adultes qui viennent tous les dimanches dans un local au Porte de l'Espoir. C'est une place pour les personnes handicapées, puis en même temps, ils ont une grande salle, puis ils font leur réunion là de dimanche, puis l'après-midi, ils font du bingo. Moi, j'avais eu la chance d'étudier jusqu'à l'université. Puis je me dis, les autres, souvent, ils n'ont pas d'études. Ils sont là, ils sont handicapés depuis longtemps, puis ils ne peuvent pas faire des études trop longues, puis tout ça. Fait que j'allais les aider au niveau administratif, des fois au niveau des CA, des choses comme ça. Puis j'ai aidé beaucoup dans ce sens-là. Puis souvent, j'apprenais de ceux qui étaient là avant, qui m'ont initié un peu. Il y avait une madame, justement, elle s'appelait Denise Poirier. Puis elle m'aidait beaucoup à comprendre les choses. Puis après ça, ben, je les ai expliquées à d'autres. Puis dernièrement, ils ont perdu leur trésorière. Ça a été très difficile. Fait que là, il faut que je remette ça en branle parce qu'ils ont de la difficulté. Fait que je trouve ça important que, à ce niveau-là, je peux dire que je suis pas pire parce que... Puis aussi, je fais beaucoup de... J'ai fait chanter, j'ai fait des jokes. En face de chez moi, il y a un centre d'accueil. Je vais les aider, puis j'ai aidé plein de monde dans ce centre d'accueil-là qui était vraiment extraordinaire parce que même si je suis pas... ils veulent pas que je sois bénévole officiellement, mais je le fais de mon propre gré parce que je sais qu'ils en ont besoin. Puis aujourd'hui, je le fais encore, de temps en temps, puis même des fois, j'ai remplacé... j'ai un centre d'accueil à côté de chez moi, là, puis j'ai remplacé un monsieur qui devait venir faire de la musique, puis il ne pouvait pas venir, c'était en hiver, puis je reste juste à côté, de l'autre bord de la rue. Je suis partie, puis je suis allée avec ma guitare, j'ai fait chanter les gens, j'ai eu du fun au bout. Ils ont aimé ça, voir ça, parce que, tu sais, je m'attarde beaucoup à ceux qui sont là aussi, là. Ceux qui sont handicapés, qui sont déjà là dans un centre d'accueil, puis je suis déjà à leur hauteur, fait que je me dis, en quelque part, ils vont comprendre que je suis moi-même handicapée, puis ils vont être contents de voir qu'il y a une personne comme nous autres qui est capable de nous emmener du bon, du bien. T'sais. À côté de chez moi, il y a un centre d'accueil qui s'appelle René Lévesque. J'ai eu soin d'une personne handicapée qui avait fait un ACV. Elle s'est faite frapper à l'âge de 16 ans, elle était rendue à 60 quelques années. Puis elle est restée à René Lévesque, puis je m'en suis occupée beaucoup. Elle sortait jamais, elle faisait rien. Puis dans le temps que j'avais ma vanne, je pouvais l'amener avec moi. Puis je la sortais, je l'amenais magasiner, je l'amenais sur les pistes cyclables, je l'amenais partout. Juste de voir le sourire qu'elle avait à chaque fois que je faisais quelque chose pour elle, là, ça me payait des millions, là, tu sais. Fait que ça, en quelque part, je voyais ça tellement beau, puis je disais, au moins, je me sentais vraiment bien de pouvoir faire ça pour elle. Puis aussi, à un moment donné, j'ai un autre monsieur qui était complètement aveugle de naissance. Puis là, lui-ci, c'est pareil, je lui ai aidé beaucoup, je l'ai amené partout, les restaurants, faire ses épiceries, n'importe quoi. Puis là, une fois, on avait été réparer son rasoir, puis la madame était là. Mais qu'est-ce qu'il y a, votre rasoir, madame? Et j'ai dit, c'est lui, c'est son rasoir. Lui, il est capable de parler, il est aveugle, mais il est capable de parler. Fait que là, ben, elle était comme, ouais. C'était un fait. Le monsieur était capable de dire qu'est-ce qu'il y avait. S'il y a quelqu'un qui reconnaît son rasoir, c'était un homme, là. Fait que là, j'ai dit, parle-y, là, vas-y, dis-y, qu'est-ce que t'as, ton rasoir? Puis là, ben, il expliquait tout ça à madame, ça a bien été, tu sais. Et puis souvent, on avait des affaires cocasses parce qu'il se tenait après mes poignets en arrière pour que je le guide. Mais le monde, il pensait qu'il me poussait, puis il était aveugle. Mais ça faisait cocasse. Puis dans sa famille, il était trois. Des fois, j'allais chez lui à Valleyfield, je l'emmenais avec mon auto, tout ça. Puis on allait dans un restaurant, puis des fois, on les emmenait les trois. Ils étaient tous en arrière de moi. Ils me suivaient comme des petites files, des petits canards. C'était drôle au bout. Puis tu sais, à un moment donné, même quand il arrivait pour manger, quelque chose de même, il fallait qu'il l'explique. Ben là, lui, il ne voit pas, fais-tu faire couper son steak. Puis là, souvent, les restaurants ne sont pas ouverts à ça. Puis j'ai dit, ben regarde, va chercher le cuisinier, puis amène-moi là, je vais y parler.
Fait que là, pour que déjà, à la cuisine, qu'on coupe, on se posait d'être capable de couper le steak ou les choses qu'on ne pas capable d'arranger. Puis si même il y a une loi qui les oblige à le faire, ils peuvent avoir une amende de 10 000 $. S'ils ne veulent pas, ils refusent de faire ça. Tu vois, c'est plein de choses comme ça que nous, les personnes qui n'en ont pas d'handicap, on ne le sait pas. C'est pour ça que c'est si important que des personnes comme toi nous sensibilisent à toutes sortes de petites situations de la vie quotidienne, dans le fond. C'est vrai, c'est vrai. On parle encore de bénévolat, alors oui, beaucoup au niveau des handicapés, au niveau personnel, puis avec des groupes, mais je pense aussi que tu fais partie d'un mouvement qui s'appelle les Filles d'Isabelle, oui. Depuis plusieurs années quand même. Plusieurs années, oui. Même j'étais à Montréal avant, puis je les ai rencontrés comme ça, j'ai été chanter pour eux autres. C'est eux autres qui m'ont fait rentrer. Ah bon? Filles d'Isabelle après, parce qu'ils avaient tellement aimé l'atmosphère et le dégagement que j'avais de... Tu sais, les autres, là, ça les a impressionnés énormément de voir que j'étais capable d'handicaper, puis elle chante, puis elle fait toutes sortes d'affaires. Ils n'en revenaient pas, là, tu sais, c'était comme beaucoup. Puis ils ont tellement aimé ma façon de faire des conférences ou quelque chose de même, bien, ils ont dit on aimerait ça t'avoir dans notre groupe. Puis j'ai dit oui, puis c'était pas facile, c'était à rue Saint-Joseph à Montréal, il fallait que je descende des marches dehors, puis des marches en dedans. C'était le sous-sol de l'église. Je le faisais tout, sauf l'hiver, j'y allais pas parce que là c'était plus frais pour les petites fesses. Je faisais ça sur mes mains, puis après ils descendaient ma chaise, eux autres. Mais c'était pas facile, je peux te dire, mais j'ai été pareil, j'ai fait mon possible. Tant que j'étais capable. Puis après ça, ben, j'ai venu rester à Longueuil, puis là, ben, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient plus accessibles par ici. Puis là, j'ai rentré plus souvent, là, de pouvoir y aller. Je manquais pas souvent, j'adorais ça. C'était un beau mouvement, parce que c'était un mouvement de paix, de sérénité, d'amitié, d'unité, puis de charité. Charité, ouais. Je pense qu'il y a une action sociale là-dedans. Exactement, on s'occupait de... Entre autres, on avait un brunch le dimanche à l'église, puis c'est moi qui desservais les tables souvent, puis j'allais vite en chaise, ça paraît pas, mais ça va 6 000 à l'heure, puis je pesais sur le piton, puis là, te français tout le monde, puis ouais, donc. Puis ça te rendait service, ça sauvait les jambes des autres filles qui avaient de la misère, parce que c'est un mouvement qui commence à avoir un petit peu plus de personnes vieillissantes. Fait que, à un moment donné, il va y avoir de la relève, puis ça va peut-être venir encore mieux. Je sais pas, en tout cas, on verra. Puis j'ai bien aimé ça. C'est un beau mouvement, puis ils font les paniers de Noël, ils font plein de choses. Ils aident des familles qui sont dans le besoin aussi. Tu sais. J'ai une belle foi intérieure, puis je pense beaucoup à ça. Puis souvent, je demande de l'aide quand j'ai besoin, puis que le fait d'aider plein de monde, je dirais que ça t'en revient aussi d'une autre manière. Je prie beaucoup. Puis je pense que les Filles d'Isabelle aussi, c'est un mouvement. Moi, je suis rendue chancelière d'ailleurs. Chancelière qui veut dire. Qui veut dire que tu t'occupes de le côté spirituel du mouvement. Puis c'était très intéressant. C'est la première année, remarque, là, je commence. Mais je vais peut-être aimer ça avec le temps, mais je devrais. Là, ça va assez bien quand même. Puis ça l'apportait beaucoup à eux autres. C'est ça ça meublait ma vie comme bien aussi. Là, je me disais, si les autres ils ont besoin d'aide, je vais les aider. Puis souvent, si moi j'ai besoin d'aide d'une autre manière, je suis aidée aussi d'une autre manière des fois. J'ai de l'aide. Claire, on voit que, dans le fond, là, chez toi, il y a un optimisme, il y a, je veux dire, une joie de vivre. Une joie de vivre, un goût pour la vie, là. Absolument. Mais il reste que ça se peut pas que dans ta vie, parce que c'est le même pour tout le monde, qu'il n'y ait pas des renoncements que tu as dû faire, des frustrations ou bien de la maladie, des deuils que tu as dû faire à cause justement de ton handicap. Là. Il y a des choses, des fois, c'est pas facile. Puis je dois vivre avec ça. Puis il faut aussi s'entraider nous autres mêmes. Des fois, il faut se parler. Là. Puis il faut parler aussi à l'intérieur de nous. Parce que moi, je suis beaucoup croyante. J'aime la foi, puis j'aime me ressourcer intérieurement. Jeune, là, avec des jambes artificielles, puis tout ça,
on connaît les enfants, on sait qu'ils sont pas toujours gentils puis compréhensifs, là. Surtout quand tu as des jambes artificielles, c'est comme des jambes de bois. Je me faisais traiter de jambes de bois, jambes de bois. Ça me faisait de la peine, c'est bien sûr, ça me faisait de la peine. Puis je pouvais pas faire autrement que je les avais, il fallait que je marche avec, j'avais pas le choix. Fait que dans le fond, je me disais, ben ça me faisait de la peine, puis en même temps, je me disais, mon Dieu, tu me connais, tu sais que je fais pas ça pour paraître jambe de bois, là, c'est pas compliqué. Fait que là, ben, j'avais beaucoup de ressources intérieures, puis je priais beaucoup, puis je me disais, ben tu sais, un jour, ça va venir qu'ils vont comprendre, puis ils vont venir qu'à faire mieux d'une fois à l'autre. En fin de compte, ben c'est ça, avec mon sourire, avec le positivisme que j'avais, je me suis fait des amis souvent, puis ça m'a aidé à passer au travail, malgré tout. Puis aussi, ben, la foi en moi était très grande, puis c'est ça qui m'aidait. Je m'exprimais aussi au niveau de la musique. Je composais mes chansons. J'étais inspirée tout le temps d'intérieur. Veux pas, c'était plus fort que moi, tu sais. Puis des fois, on dit on ne peut pas exprimer directement ce qu'on ressent, mais on peut l'exprimer en musique, on peut l'exprimer, tu sais. Des fois, on dit, les psychologues vont dire écris ce que tu penses, ce que tu fais. Mais moi, je l'exprimais en musique, puis je l'exprimais intérieurement, puis je disais, oh mon Dieu, ben regarde, t'es avec moi tout le temps, mais c'est ça qui est important. Puis, as-tu été amoureuse? As-tu été la question de... J'ai eu des garçons super fun, bien fun, puis souvent, ces garçons-là, ils pouvaient dire, je suis le seul garçon qui peut dire, je t'aime de la tête aux fesses. Parce que, tu sais, j'avais pas de jambes, tu sais. T'aimes la tête aux fesses. Mais c'était drôle aussi, puis en même temps, ben, oui, j'ai eu des relations, puis tout ça, mais c'est que des fois, c'est le courant de la vie fait que peut-être t'avais pas besoin de ça plus qu'il faut, là. Ou ben non, les personnes, les messieurs, ils cherchent pas des femmes. Ils cherchent des femmes avec des belles cuisses et des belles jambes, mais c'est rare que tu t'attends. Le milieu où tu peux plus trouver des bonnes personnes, c'est plus dans le milieu hospitalier. Ils comprennent plus ton handicap, ils comprennent plus les choses. Mais dans les milieux ordinaires, c'est rare que tu vas voir un homme qui va s'attacher royalement à quelqu'un qui est handicapé. Ça t'a manqué beaucoup? Ben, c'est pas que ça m'a manqué, parce que comme on dit, là, on vit avec le temps, on vit avec ce qu'on a d'handicap. On dit, si ça donne qu'il y en a, il y en a, et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. J'ai même connu un moment donné un monsieur qui était pour même me marier, mais son père, il avait une jambe amputée, puis il a dit, sa mère a dit, t'es pas pour marier une fille comme ton père, là. Et là, lui, il a dit, ben voyons donc, elle est juste amputée, d'une jambe, deux jambes. Il dit, ça fait quoi, ça, son scène? Et elle ne voulait pas rien savoir, fait qu'il est obligé d'abandonner le mariage. Puis je l'ai laissé tomber, je ne veux pas. Mais quand même, avec une douleur. Avec beaucoup de douleur à l'intérieur, parce qu'on s'aimait vraiment, mais des fois, il y a des situations dans la vie qui fait, on est-tu comme ça, on est-tu pas comme ça, tu as dû faire aussi le deuil d'élever une famille, et puis là, tu dis, je garde les enfants. Oui, c'est ça. Ben, je me reprends un peu dans ce sens-là, puis je me dis, regarde, les enfants des autres sont aussi gentils, puis peut-être j'aurais eu de la misère aussi d'élever des enfants, on ne sait pas. Je ne voyais pas loin plus qu'il faut. Là. On tombait en amour, mais avant où les passer enfants, c'était une autre histoire. Malgré que mon corps il est fait, j'aurais pu en avoir aussi, parce que c'est juste les jambes qui manquaient. Fait que à ce moment-là, ben, c'est ça, j'ai dû faire avec. As-tu connu la maladie? Ben, parce que ton handicap, c'est pas une maladie, celle-là. As-tu connu la maladie? Ben, en général, je suis dans assez bien bonne santé. Okay? Puis dernièrement, en 2015, j'ai eu un petit accident qui m'a fait un petit peu difficile, parce que j'ai été frappée par un auto dans ma chaise, j'ai tombé sur le côté. Puis ça fait que mon épaule ici, toutes les coifes des rotateurs s'est déchirées. Puis ça fait que aussi j'ai devenu plus handicapée. C'est un fait. C'est que mais je me disais qu'un handicap de plus ou de moins, j'en ai un pareil. Mais j'ai décidé qu'il faut que je me prenne en main, il faut que je sois capable de m'en sortir, puis tout ça. Puis au début, c'était pas facile, je ne pouvais pas faire des transferts, je n'étais pas capable de transférer avec mon bras qui était tout le temps difficile. Il ne peut pas lever plus que ça, il est souffrant, puis il ne peut pas aller plus loin que ça. Mais éventuellement, je devrais avoir une opération qui va aider beaucoup, on appelle ça
une prothèse de l'épaule inversée. Puis ça devrait que ma chose va m'élever plus, puis je vais être capable. Là, dans le fond, il te reste un bras. Il me reste un bras de bon. Lui, il va servir à conduire la chaise à 6 000 $. C'est au moins ça. Et c'est ça, mais à la maison, avec juste un bras, déjà. Mais je pense que ton appartement est assez bien adapté. Oui, puis il y a une affaire, c'est que quand je revenais à la maison, il fallait que je sois capable de me transférer. Sans ça, je n'aurais pas revenu. Il fallait absolument que je sois capable de faire mes choses. Sans ça, j'aurais été obligée d'avoir de l'aide, de CLSC, peu importe. J'ai dit non. Moi, je vais rester là, en réadaptation tant que longtemps que je ne suis pas capable de me transférer, j'ai pas le choix. Puis il n'y a pas à dire parce que les docteurs, eux autres, ils me disaient tout le temps, on a besoin de lit, il faudrait donner votre lit, puis tout ça. J'ai dit, regardez, là, moi, tant que longtemps que je ne suis pas capable de me transférer, je n'irai pas chez nous, garanti. C'est tout ça tout de suite en partant. J'étais pas content. Hein. J'étais quasiment au-dessus d'un mois, octobre, novembre, décembre. 3 mois. Malgré tout, là, avant que je sois capable, j'avais de la douleur, j'avais tout. Tout était déranché dans mon épaule. Fait que, fallait que je fasse toutes mes possibilités que je pouvais prendre pour être capable de faire des choses. J'étais assez grosse morphine, mais j'étais tout ça, j'étais pas drôle, tu sais. Fait qu'il fallait que j'arrive à quelque chose. Alors, tu as résisté au système. J'ai essayé, puis j'ai dit, comme, laissez-moi faire, là, puis regarde, vous autres, c'était pas votre problème. Moi, je vais être à revenir chez moi, puis je vais être capable de faire quelque chose. Si je suis pas capable, je n'irai pas chez moi. Tu sais, le fait d'avoir vécu pas mal positivement, ça aide à accepter plus les difficultés qui s'en viennent, quoi. Okay. Parce que c'est sûr que ça pose des questions, mais en même temps, je dis, ben, j'aurai pas le choix. Tu as un handicap de plus ou de moins, tu vas l'avoir pareil, tu sais. Puis c'est ça que j'ai comme principe. Je me dis, regarde, je vais faire avec, puis je vais vivre avec, puis j'ai pas peur de mourir. Je me dis, en quelque part, j'ai fait tellement de belles vies, je suis heureuse dans ma vie. Déjà, je rends des services, j'aide le monde, mais qu'est-ce que tu veux de mieux? Le bon Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, puis aidez-vous. Ben, c'est ça que je fais. Fait que je suis contente dans ça, puis je fais du mieux que je peux. Alors, je pense que ça va conclure notre entrevue, ça, Claire. Oui. Alors, au nom de toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo-là, au nom de Chemin de vie, Claire, je te remercie infiniment. Parce que, pour ce que tu es d'abord, mais aussi parce que tu es inspirante. Et puis, tu laisses personne indifférente sur son chemin. Tu es une personne qui laisse une trace lumineuse. Merci. Sur son passage. Alors, longue vie à toi, mon ami. Mais, j'ai jamais 2 pieds dans le même bottine. Hey, je vous remercie aux autres aussi.